À ceux qui se demandent, avec angoisse, quand et comment nous allons céder à la guerre, je voudrais dire que rien, à aucun moment, au sein de ce Conseil de sécurité ne sera le fait de la précipitation, de l'incompréhension, de la suspicion ou de la peur. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Ce 14 février 2003, la guerre qui est au cœur des discussions de l'ONU et contre laquelle s'élève la France par la voix de son ministre des Affaires étrangères est celle souhaitée par le président américain George W. Bush contre l'Irak de Saddam Hussein. 17 mois avant cette allocution, les États-Unis étaient touchés en plein cœur par les attentats les plus meurtriers de leur histoire. En quelques minutes, ce 11 septembre 2001, Manhattan sombrait dans la poussière. Et le monde se découvrait un nouvel ennemi, Oussama Ben Laden, chef d'Al-Qaïda. Un an plus tard, après avoir déclaré la guerre aux talibans d'Afghanistan, le président américain se rend à l'ONU. À la tribune de l'Assemblée générale, il demande à la communauté internationale d'agir contre l'Irak, où prolifèrent, selon lui, le terrorisme et les armes de destruction massive. Saddam Hussein's regime is a grave and gathering danger. To assume this regime's good faith is to bet the lives of millions and the peace of the world in a reckless gamble. And this is a risk we must not take. George Bush, il dit Saddam Hussein est un énorme problème, il n'applique pas les résolutions du Conseil de sécurité, c'est une situation qui est absolument intolérable, qu'il faut régler. Et il faut adopter des résolutions qui seront très fermes et il a intérêt à les appliquer. Parce que si elles ne sont pas appliquées, à ce moment-là, il parle, il utilise des conséquences graves, enfin il donne des expressions qui montrent qu'il y aurait l'usage de la force, et en toute hypothèse. Depuis la création de l'Organisation des Nations Unies, seule une menace sur la paix peut justifier une entrée en guerre. À l'automne 2002, la situation en Irak divise les membres permanents du Conseil de sécurité. Les États-Unis, soutenus par la Grande-Bretagne, sont favorables à une résolution qui autorise, en cas de non-coopération, l'usage de la force. La France, appuyée par la Russie et la Chine, refuse d'imaginer pour l'heure ce scénario. Le 8 novembre 2002, une première résolution est votée. Cette résolution 1441 donne un rôle très important aux inspecteurs. Ils vont porter l'évaluation, ils vont, si on trouve des choses, contrôler leur destruction, et ils vont faire rapport au Conseil de sécurité. Au début de l'année 2003, alors que les inspections commencent à peine, les États-Unis déploient leurs premières unités dans le Golfe. Dans les couloirs de l'ONU, on s'interroge. George W. Bush serait-il prêt à partir en guerre sans l'accord du Conseil de sécurité? Le 19 janvier, le chef de la diplomatie américaine, Colin Powell, confirme la détermination de son pays au ministre français des Affaires étrangères. Colin Powell dit à Dominique de Villepin que le président est déterminé et donc ils vont y aller. Ils vont y aller, quel que soit le résultat des inspections. C'est un problème. On vient d'adopter une résolution qui donne sa chance aux inspections et on dit que l'on ne pourrait utiliser la force que si le Conseil de sécurité le décidait, après avoir constaté que les inspections ne fonctionnent pas et qu'il y a une violation flagrante de la part des Irakiens. Le compte à rebours est lancé. Les sourires et les poignées de main ne sont plus que de façade. Le 23 janvier, le secrétaire à la défense américaine, Donald Rumsfeld, attaque par le verbe la France et son principal allié en Europe, l'Allemagne. You're thinking of Europe as Germany and France. I don't. I think that's old Europe. Quelques jours plus tard, le 5 février, l'Amérique poursuit son offensive diplomatique. À la table du Conseil de sécurité, Colin Powell présente des preuves qui, selon les services de renseignements américains, démontrent l'existence d'armes de destruction massive en Irak.
L'Amérique dit-elle vrai? Beaucoup en doutent et attendent les conclusions des inspections. 9 jours plus tard, le 14 février, les 2 inspecteurs Hans Blix et Mohamed El Baradei présentent leur rapport. Hans Blix, ce jour-là, il commence par dire on n'a rien trouvé. Et puis, il passe un message. Il dit que l'Irak a pris des mesures qui vont dans le sens d'un début de coopération, donc c'est ce qu'il souligne, de coopération active, de coopération sur le fond. Ce jour-là, quelques minutes après l'intervention des inspecteurs, Dominique de Villepin prend la parole. La question qui se pose aujourd'hui est simple. Considérons-nous en conscience que le désarmement par les missions d'inspection est désormais une voie sans issue, ou bien estimons-nous que les possibilités en matière d'inspection offertes par la résolution 1441 n'ont pas encore été toutes explorées? Au fil des mots, le ministre français répond en tout point au réquisitoire de Colin Powell. Personne ne peut donc affirmer aujourd'hui que le chemin de la guerre sera plus court que celui des inspections. Personne ne peut affirmer non plus qu'il pourrait déboucher sur un monde plus sûr, plus juste et plus stable. Car la guerre est toujours la sanction d'un échec. La voix est posée, contrôlée. Le silence se fait peu à peu. Derrière lui, ses conseillers attendent la fin de l'intervention que le ministre a travaillée jusqu'à la dernière minute. Moi, je regarde Kofi Annan qui est à côté de nous. Je vois qu'il touche ses papiers, tout ça. Il sent qu'il se passe quelque chose. Et c'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien. L'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. La vieille Europe vient de répondre au va-t-en-guerre. À la fin de ce discours, fait exceptionnel, le ministre français est applaudi. Ces applaudissements viennent des ambassadeurs qui sont des ambassadeurs des pays non membres du Conseil de sécurité, une tribune où ils sont, n'est-ce pas? Si à la sortie, l'actuel secrétaire général de la Ligue arabe me dit aujourd'hui, la France a parlé en notre nom à tous. Et nous l'avons fait savoir, sous-entendu aux Américains. Et c'est cet ensemble, si vous voulez, qui fait que ce discours a été, je crois, moi, important ce jour-là. Si dans les coulisses de l'ONU, la détermination française marque les esprits, ce sont les images des manifestations historiques en faveur de la paix, notamment à Londres, Berlin, Rome et Paris, qui ouvrent les journaux télévisés du monde entier. Durant un mois encore, les États-Unis tentent d'obtenir la majorité au Conseil de sécurité. Finalement, le 17 mars, George W. Bush décide de clore les discussions et lance seul un ultimatum à Saddam Hussein. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict, commenced at a time of our choosing. Le 19 mars, la guerre commence. Les troupes anglo-américaines atteignent Bagdad en moins de 3 semaines. Devant les caméras, les derniers vestiges de la dictature irakienne sont détruits. Mais aucune arme de destruction massive n'est trouvée. L'Amérique avait donc menti. 11 ans plus tard, c'est sur les ruines de cette intervention qu'à Mossoul, au nord de l'Irak, l'organisation État islamique proclame son califat. Le monde a désormais un nouvel ennemi. N'oublions pas qu'après avoir gagné la guerre, il faut construire la paix. Et ne nous voilons pas la face. Cela sera long et difficile, car il faudra
préserver l'unité de l'Irak, rétablir de manière durable la stabilité dans un pays et une région durement affectés par l'intrusion de la force